Donc le premier village, le village gaulois, c'est un village donc du 2e siècle en gros, avant Jésus-Christ. 2e siècle, vous voyez, attention, hein, quand on est avant Jésus-Christ, on dit 3e siècle, mais c'est pas 300 avant Jésus-Christ, c'est de 200 à 300. En gros, on est 200 avant Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui se passe à cette époque-là? Alors, je reprécise bien aussi, c'est très important, tous les villages qui sont reconstitués, comme l'a dit Guy, toutes les maisons, ce sont des maisons qui ont réellement existé. Ça veut dire on a pris les plans de fouilles archéologiques et on les a reconstitués tels qu'ils étaient. Hein. Ce n'est pas des inventions. Par contre, on n'a que le plan, on n'a pas les façades et l'élévation. Donc ça, on refait un peu à la sensation et d'après quelques documents graphiques, enfin pour les Gaulois, on n'a pas de documents graphiques, on n'a que quelques écrits. Donc c'est des reconstitutions qu'on pense justes, mais elles sont peut-être pas tout à fait justes. Alors à cette époque-là, et en plus, oui, je reprécise aussi, c'est pas des villes qu'on fait, c'est des villages, c'est de l'habitat rural. Ça veut dire c'est ce qui existait vraiment dans nos villages, dans les Ardennes. Alors à cette époque-là, donc dans notre coin, dans les Ardennes, on a beaucoup de villages gaulois, c'est très dense, hein, c'est très densément peuplé. Par contre, ce n'est pas des gros villages, c'est des petits villages. C'est à peu près la taille, un tout petit peu plus grand. Donc c'est des grosses unités familiales. En gros, il y a quelqu'un qui est le chef de village, assez puissant. Quelques familles qui vivent autour. Il n'y a pas de grosses villes. Les grosses villes gauloises, si on veut, dans notre région, c'est Reims, par exemple. Hein, c'est un oppidum, c'est une fortification, bien que ce soit en plaine. Et ce n'est pas des villes très importantes, c'est des villes à 5-10 000 personnes. Vous voyez, il y a une forte densité de population dans la campagne, mais il n'y a pas de grosses villes gauloises dans les Ardennes. Et là, il n'est pas fait, mais on va avoir des poutres, on aura un étage sur cette partie-là. Alors, chose que vous ne pouvez pas voir, donc toute la partie ici va être habillée avec des planches de bois. Ça veut dire le torchis, il y aura une partie où le torchis sera visible de l'intérieur, mais là, ça sera comme des lambris. Et donc sur ces lambris, il peut y avoir des sculptures, des décors, etc. Donc là, c'est un élément un peu prestigieux. Dans chaque village, on essaie de faire des grandes et des petites maisons pour que les gens voient bien la différence. Et ça a été retrouvé en fouille? Oui, cette maison-là, oui, alors les lambris, on a des traces au sol. Oui. Alors cette maison-là, puisqu'il y a des gens qui sont très pointus en archéologie, elle nous a posé beaucoup de problèmes parce qu'en fait, cette maison-là, il n'y avait que les poteaux du tour et il n'y avait rien au milieu. Juste des taches noires sur les deux poteaux du milieu, mais pas de trous. Donc ça nous a posé beaucoup de questions parce qu'en fait c'est impossible de la tenir s'il n'y a pas les deux poteaux du milieu, elle s'écroule. Donc c'est une interprétation, c'est quelque chose qu'on a proposé. Pour la première fois à Montcornet, dans le monde, on a mis donc une ardoise et un poteau dessus. C'est une explication, on s'est peut-être complètement trompé, mais je pense qu'honnêtement c'est vrai. Mais dans les plans de fouilles de ces maisons-là, vous n'avez pas de trou de poteau, donc de trou sur ces maisons. Une autre chose que j'ai oublié de vous dire qui est très importante tout à l'heure, vous pouvez aller partout dans toute la France, même en Allemagne ou même en Angleterre, vous aurez des reconstitutions de villages gaulois, médiévales, etc. Vous n'en avez aucun site qui propose la totalité de l'histoire, donc les 5 villages types. Le seul endroit en France, ou même en Allemagne, où vous pouvez voir ça, c'est Montcornet. Ouais. Donc, parce que le but, c'est aussi que les gens puissent comparer dans la même journée un village gaulois, gallo-romain, etc. dans l'évolution. C'est le seul endroit où vous pouvez le voir. Là, aujourd'hui, on va le voir, mais où les gens pourront le voir. C'est très important, parce qu'en fait, des villages gaulois, vous en avez 5 ou 6, des villages médiévaux, pareil, mais des villages où il y a tous les sites, c'est unique. Ils sont restés et ils ont été déjà la noblesse a été très romanisée, puis après tout le monde s'y est mis. En gros, s'il y avait 5% de Romains, c'est vraiment le maximum, surtout des commerçants. Donc les gens se mettent à la mode romaine, à la façon de construire romaine. Donc première chose, je vous ai parlé de l'urbanisme tout à l'heure, vous avez vu que l'urbanisme gaulois est assez lâche. Là on a un urbanisme, bon on ne le voit pas avec la ligne. Donc c'est organisé, il y a un plan d'urbanisme, on n'a pas le droit de construire sa maison où on veut, comme on veut.
Hein, il y a un alignement, une voie qui est ici, et des bâtiments de chaque côté. Donc ça, c'est important. Alors après, les Romains nous apportent un matériau qu'ils maîtrisaient très bien, donc la pierre, la tuile, la brique. Alors, il ne faut pas s'imaginer que dans les campagnes ardennaises, tous les bâtiments sont en pierre. C'est complètement faux, c'est pour ça qu'on a fait ce choix ici. Vous verrez, il n'y a que 2 murs en pierre, tous les autres restent en terre et en torchis. C'est à peu près la moyenne. Ça veut dire, ils apportent un nouveau matériau, on l'utilise, mais c'est quand même un matériau qui coûte cher et qui est difficile à mettre en œuvre, donc on l'utilise un peu pour les bâtiments de prestige. Le reste, vous verrez, on fait les soubassements. Donc là, vous avez une maison de noble, entre guillemets, ça veut dire une maison de propriétaire foncier, donc typique gallo-romaine. Donc, on ne peut pas encore bien se rendre compte parce que toutes les fenêtres, enfin, il y a des fenêtres, mais vous voyez, elles sont relativement hautes. Ça, c'est une fenêtre. Hein. Donc, il n'y a pas de fenêtre en bas. On a des murs en pierre avec des arases. Vous voyez, l'arase, c'est la partie horizontale qui est en tuile. Les maisons sont relativement hautes. Regardez, hein, 3 mètres. Et dessus, on va voir une charpente. On va aller voir la charpente de la forge. Normalement, les murs sont plus épais, ils font en gros une unité, c'est 55. Là, il fait un peu moins, mais il y aura un habillage intérieur. Et normalement, mais ça c'est infaisable actuellement, les maisons à cette époque-là sont faites avec des pierres un peu plus petites, si vous voulez. Parce qu'en fait, ils ne maçonnent pas des grosses pierres, ils maçonnent des petites pierres. C'est tout. Autrement, on respecte scrupuleusement ce qui a été fait. C'est le plan d'une villa qui a été découvert dans le nord de la France, un peu en dessous de Bavay. Donc ça pas va de fenêtre au rez-de-chaussée. Non. Alors, ça c'est aussi, ça reste, bon il n'y avait pas de fenêtre chez les Gaulois, ça reste aussi, les gens sont très méfiants vis-à-vis des fenêtres. Ouais. Et en plus c'est toujours des petites fenêtres. Les Romains connaissent le verre, mais c'est pareil, il coûte très très cher, donc on limite énormément la surface du verre. Le toit il sera en tuile romaine. Ce sont les parties basses du toit. Ben si, quand vous reviendrez dans 3-4 mois, vous verrez les antéfixes. En fait, c'est des têtes de gorgogne ou des têtes qui décorent chaque embout. Les grands temples gaulois sont beaucoup plus tardifs, ils sont en gros du 1er siècle, un peu avant la conquête. Dans les villages, il n'y a pas de temple. Dans les villages gaulois qu'on a fouillés, il n'y a pas forcément de cette époque-là de grands temples. À Assy-Romance, par exemple, qui est un gros village gaulois, il y a 3 grands temples avec des endroits où on faisait sécher des séchoirs à cadavres. On les faisait sécher en position accroupie. Mais en fait, dans la plupart des villages, on n'a pas retrouvé de lieu de culte. Donc c'est de lieux de culte extérieurs. Je vous arrête ici, c'est parce que à l'époque gallo-romaine, par contre, on a des petits temples dans chaque village ou même dans chaque hameau. On a ce qu'on appelle des fanums. Vous savez ce que c'est un fanum ? Donc un fanum, en gros, c'est un petit bâtiment carré de 4 mètres sur 4. On a la statue du dieu qui est dedans. On a un déambulatoire. C'est le système de tourner autour du dieu. Les gens ne rentrent pas dans le bâtiment, ils tournent autour. Et donc ici, on reconstituera après un fanum, là, sur le haut de la côte, gallo-romain, pour que les gens se voient un lieu de culte, tout ça. On est 500, 600, donc c'est les Mérovingiens. Qui c'est les Mérovingiens ? Clovis. Donc Clovis, baptisé à Reims, très bien. En gros, pourquoi, vous savez Mérové qui c'était ? C'était le père ou le grand-père de Clovis. C'était le grand-père de Clovis. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe à cette époque-là ? Donc les Gallo-Romains, ils ont leur âge d'or, 1er, 2e siècle, c'est le village qu'on a vu tout à l'heure. Ça commence à se dégrader au 3e, ils commencent déjà à avoir des petites invasions progressives, mais régulières de Germains principalement. Et donc les Germains, bon, il y a des batailles, mais c'est un peu mou, enfin c'est pas, ils pillent assez fort, mais leur but c'est de rester assez sur place. Donc dans les Ardennes, dès le 3e siècle, il commence à y avoir des Germains, des peuplades germaniques, qui se mélangent, comme en Belgique, avec les Gallo-Romains. Donc en fait, quand l'empire gallo-romain s'effondre, s'écroule,
c'est pas vraiment une grande révolution parce qu'ils sont déjà là depuis au moins 100, 150, 200 ans. Ils arrivent dans nos Ardennes. C'est une philosophie, vous allez voir, une façon de vivre qui est tout à fait différente. On perd au niveau de l'architecture et de la construction beaucoup des données gallo-romaines. Et donc ils s'implantent. Alors là, nous, on est presque au centre de leur domaine. En gros, donc Clovis, il est de Tournai. Tournai, c'est pas très très loin. Et à l'époque, la grande région qui est centrale de leur royaume, c'est Reims et Soissons, en gros. Donc ça veut dire que les Ardennes sont très occupées. On a beaucoup de cimetières mérovingiens par rapport aux autres régions de France. C'est densément peuplé. Et on a des unités, donc des petits villages. On retourne à peu près à la structure gauloise. Donc c'est des villages relativement petits, mais beaucoup. Les études qui ont été faites sérieusement sur certaines zones, ils montrent presque autant de villages que maintenant. Donc vous voyez, c'est densément peuplé, mais pas des gros villages. Même structure, on a un chef, on a une noblesse guerrière, des artisans. Bon, eux, ils sont pas trop paysans, un peu paysans, mais je vais vous expliquer aussi. C'est une chapelle d'un petit village ou d'un village. Début de la christianisation, qui parlait tout à l'heure, il y a une dame qui... Voilà. Donc là, vraiment, début de la christianisation, efficace, dense des Ardennes, ça veut dire qu'il y a une volonté des évêques de christianiser pas que les villes, mais aussi tous les villages, tous les hameaux, tous les lieux-dits. Et là apparaissent dans chaque village une chapelle ou une église. La chapelle, c'est en Allemagne, il me semble que Jean-Pierre a ramené. Et donc on a reconstitué un vitrail, c'est une reconstitution d'un vitrail carolingien, avec les couleurs de l'époque et avec les symboles de l'époque. Alors, il y a 3 animaux mythiques que vous allez me trouver facilement. Alors, ouais, non, mais le poisson, c'est vague. Je veux un nom précis du poisson. Non. L'huile de Schubert. Non. Alors, un poisson qui, à cette époque-là, voilà, c'est un saumon. Les Ardennes étaient envahies de saumon. Ils mangeaient du saumon tous les jours, ils s'en plaignaient. Donc le saumon qui remontait les rivières ardennaises, on le reconnaît à son bec. Ben, l'oiseau, mais quel oiseau? L'aigle, c'est l'aigle. Donc c'est l'aigle de Arnoux. Je vous rappelle que donc la chapelle va s'appeler Saint-Arnoux, hein, Guy. Donc je vous rappelle que Saint-Arnoux est un saint qui s'est fait tuer, je ne sais pas s'il était martyrisé, pas loin d'ici à Clavy-Varby, sur la route, et donc son symbole c'était l'aigle, et on a décidé, enfin la commission a décidé d'appeler la chapelle Saint-Arnoux. On le reconnaît relativement bien, l'aigle. Vous voyez que le graphisme est très pré-roman, très précoce, hein, la façon dont c'est dessiné. Le troisième animal, un animal très mythique qui est dans tous les contes anciens, qui est très qui est presque notre loup dans les Ardennes, qui est presque, c'est le renard. Il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure, le goupil. En fait, on appelait ça le goupil. Donc c'est le renard qui est souvent représenté comme ça. C'est un animal mythique et un peu religieux. Donc voilà, avec la croix, les globules qui apparaissent à l'époque carolingienne. Et vous voyez, on a repris le dessin d'époque. Profitez-en parce que ça, vous ne le verrez nulle part ailleurs. Le Moyen-Âge. Ben, c'est vous qui allez me dire. Alors, par rapport aux mérovingiens. Ah ben là, on retrouve le... Voilà. On retrouve une structure de village, des villages organisés, une grosse densité. Au Moyen-Âge, toutes les maisons sont les unes sur les autres. Ils ne voulaient pas, mais moi, je me suis battu. C'est très important. Même, alors, dans les villes, c'est infernal. Les maisons sont vraiment hyper serrées, mais même dans les villages, au Moyen-Âge, les maisons sont très serrées. Donc, au niveau des matériaux, on retrouve la pierre, maçonné à la chaux. On retrouve des matériaux un peu... On retrouve le bardeau. Bardeau de... Oui, mais quel bois? Holm. Châtaignier. Bardeau de châtaignier. On retrouve le chaume, on retrouve le torchis, on retrouve un peu tous les matériaux. L'ardoise aussi. Alors, tout était mélangé comme ça? Oui, tout en fésio, mais fésio médiéval, alors c'est pas une réussite, c'est un gros échec. Je vous rappelle que c'est une invention du 19e, voire du 20e, pour passer tous les débris d'ardoise, et en fait il est fait avec des petites ardoises. Mais au Moyen-Âge, il est fait avec des... C'est presque un tout en lauze, il est fait avec des plaques de schiste. On gardera un bâtiment complètement en fésio, parce que c'est vraiment un matériau traditionnel.
traditionnel ardennais de l'époque. Alors, donc les bâtiments qu'on a reconstitués, donc le four à pain, une bergerie, des ateliers. Regardez par exemple, voilà 2 ateliers de travail de la laine qui donnent sur la place. Finalement, au niveau ambiance générale, les ateliers gaulois qu'on a vus ou gallo-romains, ça ressemble un petit peu. Hein. On reste sur des bâtiments très ouverts, bon, avec un soubassement en pierre. Une halle, la halle est très importante. Donc, ce n'est pas des grandes halles hein, au XIIIe. Je vous rappelle que toutes les halles qu'on voit dans les Ardennes actuellement, elles sont tardives. Hein. C'est 17e, 18e, 19e. Donc, halle relativement basse, petite. La maison est répartie en plusieurs espaces, des espaces de commerce, de travail, de vie et de sommeil. La chambre est... des petites douceurs et on peut utiliser les sommités, les jeunes pousses pour mettre dans la salade. Pour faire une salade, ça c'est de l'aneth. L'ortie, bah oui. Là l'ortie ça fait plus, c'est pas dans le capitulaire de Willis, c'est plus ce qu'ils ramassaient en fait sur les bords de route parce qu'ils avaient l'autorisation d'aller à la cueillette hein, à l'époque. Des cardavettes. Du chou perpétuel, de la moutarde blanche. Ici, avec les enfants, on a été retirer les petites graines. Ah d'accord, c'est ça. Ouais, c'est de la graine de moutarde, pousse partout. Et c'est super parce que quand on est amateur de permaculture, qu'on veut retourner à de la culture... Ça pousse dans nos régions, ça? Ah oui, oui. Ah oui, oui. Et en fait, les gens... Ah oui, allez-y. Hein. Non, mais... Après, c'est annuel. Hein. Ça, faut ressemer tous les ans. Et ça, ça sème au printemps, peut-être? Au printemps. Oui, c'est pas comme certaines plantes qu'on sème qui viennent 2 ans après. Non, c'est pas bisannuel. Ça, c'est annuel. Après, la plupart des plantes que j'ai mis là, moi, dans mon jardin pour faire un petit peu de reconstitution, j'ai pris des plantes au maximum perpétuelles. Oui. Pour que ça prenne de l'ampleur, que ça soit récoltable. Parce que par exemple, mon cardon, il est jeune, donc il ne monte pas encore en fleurs, par exemple. Là, il y a de la grande bardane. Ça, on en trouve en forêt. Là-bas, vous en avez de la bardane. On en trouve partout, de la bardane. Utilisée, ça a le goût d'artichaut, en fait. Là, vous avez le chou perpétuel, le persil, hein, la menthe. Non, en fait, c'est en plus, là, comme elle est montée en fleurs, il y a encore 15 jours, elle était encore plus spectaculaire parce qu'elle était très rouge. En plus, ça doit faire un joli. C'est très joli, mais en fait, dans les jardins, les paysagistes en mettent dans les jardins parce que normalement, ça se consomme, mais c'est très décoratif en plus. Ça, c'est l'aneth. Alors, elle est montée en fleurs, c'est sympa aussi l'aneth, hein, parce que c'est joli. Voilà, elle commence à être fatiguée. Ça, je ne savais pas parce qu'on en a dans les jardins. C'est de la moutarde blanche. Donc je disais, ça sert, vous le laissez après mourir là où vous voulez cultiver des légumes et ça vous fait un super paillis qui va permettre à l'azote de bien nourrir les plantes après. Et avec les graines, on fait la moutarde quoi. Enfin, oui, c'est ça. L'atelier, les plantes autour de la maison. Alors le principe, c'est que on essaie de reprendre ce qu'on pouvait trouver à l'époque dans les maisons carolingiennes et les maisons mérovingiennes pour essayer de reproduire les gestes de l'époque
avec ce qu'on avait autour de chez nous. Donc essentiellement ce qu'on avait autour de chez nous c'était des forêts. Donc ici sur le côté un peu partout dans la maison on peut retrouver des essences de bois et on se sert de ces essences de bois pour essayer de reproduire des meubles avec les techniques des outils qu'on a pu retrouver sur les sites archéologiques. Alors par exemple, je vais donner l'exemple d'une auge. Alors c'est une auge en bois, c'est du peuplier qu'on a retrouvé un peu partout en Europe, notamment Danemark, l'actuel Pays-Bas et la France, l'Allemagne, en fait tout le territoire carolingien. Donc elle est en peuplier et le principe c'est essayer de retrouver comment, avec l'objet qui a été retrouvé et les outils qui ont été retrouvés, comment on fait pour passer de l'étape de l'outil, le bois brut, pour obtenir l'objet. Donc en fait ce qu'on fait c'est qu'on étudie les traces sur le bois pour essayer de déterminer quel outil a pu être quel outil a été utilisé à l'époque. Alors on a principalement retrouvé des traces de plane qui va essentiellement servir à creuser. Et pour le dégrossissage, la technique à l'herminette qui permet de vraiment retirer le plus gros de la matière du bois. Lourd. Donc là, c'est la première étape. Donc à la base, on prend un morceau de tronc d'arbre, on le coupe en deux en utilisant des coins. Donc d'ailleurs, c'est l'autre partie. Ensuite, on taille tout à la hache. Donc là, par exemple, j'ai un doloir. Donc la technique du doloir, c'est je frappe, j'aplanis. Je frappe, j'aplanis, jusqu'à temps qu'on a la mise en forme. Une fois qu'on a fait le dessous, on a quelque chose de plat et c'est seulement à partir de cette étape-là qu'on vient creuser. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle chez nous de l'archéologie expérimentale. Et en fait, on essaie d'obtenir des résultats très intéressants pour vraiment avoir le rapport entre les traces d'outillage et ce qui a été retrouvé à l'époque. Donc là, on utilise du peuplier, on l'utilise en bois vert, parce que c'est très facile à utiliser et quand il sèche, il devient assez dur. Alors par contre, c'est pas un bois durable. Donc du coup, c'est obligatoirement une remise sous comment dire, cire d'abeille pour l'entretien. Ici, on a des reproductions de tables et de bancs et de pièces historiques. Par exemple, ça c'est un tabouret qui a été retrouvé à York, en Angleterre, au Xe siècle. Toutes les pièces de bancs qui sont avec des fixations à clavettes, donc le système de clavettes, en gros c'est un trou avec une cheville à l'intérieur pour faire des blocages. Donc comme je disais, tout ce qu'on fait ici, c'est absolument entièrement fait à la main. Donc en fait, on part sur des troncs d'arbres bruts, on essaie d'entièrement dégauchir à la main. Donc là, ce dégauchir à la main, ça implique d'utiliser le doloir pour pouvoir frapper, un peu comme on fait de la charpenterie maritime. Donc on frappe, on raplanit pour obtenir des choses très plates. Et c'est l'affûtage de l'outil qui va faire la finition, parce qu'en fait, on n'utilise pas de papier de verre, parce qu'à l'époque, le fermier n'avait pas accès au papier de verre. Sachant qu'à l'époque, on utilisait essentiellement de la peau de raie, donc le galuchat, et c'était pas accessible aux petits fermiers dans sa campagne. Ils ne pouvaient pas du tout accéder à ce genre de choses. Donc en fait on essaie de garder les choses avec un état brut et en fait on s'aperçoit qu'avec l'outillage de l'époque, avec un petit peu d'effort, on peut faire des choses extrêmement fines. On pouvait retrouver ce type de casque qui est un bandel aim, parce que c'est un casque à bande qu'on peut retrouver pour rifter, pour relier les deux coques qui fabriquent ce casque. Ensuite nous avons celui-ci qui est une chapelle carolingienne qu'on n'a pas retrouvé, mais que celui-ci a été fait sur mesure par un forgeron à partir d'une enluminure, avec encore une bande, mais celle-ci décorative principalement. Ici un casque nasal
un peu plus tardif, beaucoup moins, les carolingiens étaient vraiment sur des casques type bol, qui protègent que le haut du crâne. Ils portaient souvent en armure des côtes de mailles. Celle-ci est une 6 mm en alternée. Très lourd, une côte de maille. Celle-ci doit peser une vingtaine de kilos. Ils pouvaient porter en plus ou à côté, parce qu'il y en a une armure d'écaille. Ces armures d'écaille ont été retrouvées du 4e siècle jusqu'au 14e. C'est de la petite écaille. Du coup, on peut retrouver autant chez les Gaulois, chez les Romains. La grosse écaille, par contre, on en trouve beaucoup moins sur une période beaucoup plus courte que la petite. Ici, nous avons un long saxe. C'est une épée à simple tranchant. Contrairement à d'autres épées qu'on connaît, la plupart ils sont à double tranchant. Celle-ci, il n'y en a qu'un seul, comme un sabre ou une machette. Celle-ci est typique norvégienne, 10e siècle. Ici, nous avons des flèches. Alors, celle-ci est en frêne et celle-ci en noisetier. La différence, c'est qu'on utilise pour faire des flèches des bois assez souples pour dire que la flèche, elle puisse passer à côté de l'arc et elles ondulent quand elles volent, les flèches. Pour les arcs, on utilise différents bois, énormément de bois souples et durs. Mais les plus utilisés sont le buis, comme celui-ci. On peut retrouver sous cette forme. On utilise l'if, qui est très connu. On le reconnaît à sa teinte et au cœur. Par exemple, cet arc-là, on voit très bien la différence. C'est que l'intérieur de l'arc, c'est le cœur de l'arbre, parce qu'il est plus souple. Alors que ici, on retrouve l'extérieur beaucoup plus clair, qui permet d'être beaucoup plus dur et moins souple pour avoir plus de force. L'inconvénient de l'if, c'est pour ça que ces arcs sont relativement chers, c'est que seulement 1% est utilisable la plupart du temps. Parce que c'est pas droit, parce que l'if a une tendance à enfermer de la poussière sous son écorce, ce qui fragilise le bois. Du coup, c'est pour ça qu'on utilise des bois peut-être de moins bonne qualité, mais plus simples à travailler, plus simples à utiliser. Le noisetier, on en a parlé pour la flèche, il est aussi utilisé pour faire des lances, parce qu'il reste souple et il résiste très bien au choc. Contrairement aux chênes et à l'hêtre, qui sont des bois très durs, pour faire les charpentes c'est très utile, qui résistent bien à la compression, mais qui ne résistent pas au choc. C'est pour ça que sur ces haches-là, on peut retrouver un manche en frêne et 2 manches en noisetier. Les deux de gauche c'est du noisetier et celle de droite c'est du frêne. Et encore un long saxe. Ça c'est un arc en if qui a un peu vécu. Alors ici on a un bouclier lenticulaire qui fonctionne avec un humbo obus comme on l'appelle, qui allait sur ce genre de bouclier. Ça reste assez léger, bon il manque encore le humbo qui rajoute du poids. C'est plus léger que ça en allait. Après il y avait des combattants légers aussi. Mais le principe des Carolingiens c'était d'avoir une armée très équipée, contrairement aux Scandinaves qu'on pouvait retrouver qui étaient assez déséquipés. C'est pour ça que les Scandinaves faisaient des raids rapides et éclairs, mais dès que les Scandinaves se retrouvaient face à l'armée carolingienne, ils ont toujours perdu. Alors allons-y, tel que nous cornons l'eau, comme à l'époque, donc 3 coups d'olifant. Le bonjour à toutes et à tous. Alors je me présente, je m'appelle sire Nicolas de Fleury, en Champagne, un village de mes ancêtres près d'Épernay. Et je suis ce soir apothicaire. Mais dans la vie, je suis au début historien de la médecine, antique et médiévale, et actuellement naturopathe. Voilà, donc peut-être on aura l'occasion d'en reparler, mais on s'aperçoit que cette naturopathie aujourd'hui, finalement, est le fruit de plusieurs siècles de pratique, depuis au moins Hippocrate, et les médecins, depuis 200 ans, ont, on va dire, amélioré grandement la pratique, avec des connaissances que nous n'avions pas à l'époque. Donc ce soir, nous allons parler de santé à travers les plantes, l'histoire des plantes. Alors je voudrais surtout remercier Chantal, Dame Chantal et Guy, je ne sais Guy qui est là-bas, pour leur accueil, parce que c'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'il y a eu conférences, que j'ai pu donner des conférences, on va dire des conférences comptées,
dans cette merveilleuse chapelle du début du XIVe siècle. Et donc merci à vous de nous accueillir ce soir parce que c'est toujours un plaisir. Alors ce soir, c'est une thématique un petit peu différente. Et la gageure va être de réunir en fait 3 thèmes en un seul. C'est une journée consacrée à l'histoire des plantes, les plantes dans l'histoire, depuis la préhistoire jusqu'à quasiment nos jours. Il y a un herbularius ici, à Montcornet, c'est-à-dire un jardin de plantes médicinales du Moyen-Âge, mais aussi d'autres jardins, jardins carolingiens, jardins gaulois, jardins d'autres époques. Là, nous allons voir le jardin d'Éden, le jardin médiéval, du moins la vision médiévale du jardin. Sortant du jardin, nous allons voir que dans ce jardin, il y a des odeurs. Il y a bien sûr des odeurs de santé par excellence, car à l'époque, le parfum, avant, on va dire, d'être un attribut ornemental, c'est d'abord un outil de santé. Eh oui, c'est pour la santé. J'y reviendrai tout à l'heure. Partant de là, nous allons voir aussi un mode d'extraction assez récent, comparé à l'histoire de l'histoire, c'est-à-dire la distillation, d'où les alambics que vous avez devant vous, ou, si nous avons le temps, si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer une petite histoire de la distillation. Nous passerons au parfum et du parfum à la distillation. Alors, pour commencer, le jardin médiéval, là, on va se placer quasiment au XIIe, XIIIe siècle. D'ailleurs, j'ai une livrée d'apothicaire qui correspond à cette époque. Et il faut savoir que ces jardins médiévaux, physiquement, nous n'en avons jamais retrouvé trace. Donc c'est toute une histoire, c'est le cas de le dire, un gageur pour pouvoir reconstituer des jardins médiévaux. Est-ce qu'il y en a qui ont voyagé depuis au moins plus de 70 lieues de distance? Vous, Nobeda, vous aussi? Alors, à l'époque, justement, depuis la haute antiquité, on fait très attention à l'Euodia. Enfin, quelqu'un qui pose une vraie question. Souvent, ce sont les courtes pattes qui le font, les enfonçons. Merci, noble enfonçon, de l'avoir posé, bien sûr. Qu'est-ce que l'Euodia? Personne ne sait aujourd'hui ce que c'est que l'Euodia. E-U-O-D-I-A. C'est du grec ancien. Bien que je sache que vous parliez encore latin couramment, nous le vérifierons tout à l'heure. Alors, c'est bien vrai, hein, tout le monde connaît le latin. Eh bien, c'est une notion grecque qui, en fait, va qualifier les odeurs, mais l'odeur de santé. La santé a une bonne odeur, et depuis Hippocrate, dans son traité des eaux, de l'eau, on va dire des eaux, des airs et des lieux, on fait très attention à la bonne odeur. Bonne odeur égale santé, mauvaise odeur égale maladie. Et le Moyen-Âge va reprendre cette thématique, on va retrouver aussi au sein du jardin, car on y retrouvera moult fleurs. Et la demandise que je venais de vous poser, venez-vous de fort loin, je m'enquière savoir si par hasard, vous avez peut-être rencontré des airs malsains, des pestilences ou des eaux nauséabondes. Donc pour cela, je vais remédier, pour que tout le monde soit bien tranquille, pour être sûr qu'il n'y ait point de pestilence, point de peste qui parfois vous aurait peut-être, contre votre gré, accompagné. Je vais, ça ne tâche pas, je vous rassure, vous allez peut-être rencontrer la première odeur de Odia. Vous reconnaissez cette odeur magnifique? Ça, c'est la rose de Damas.